Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on vous parle de serpents. Comment ça va Sophie ? Ah bah bien, mais du coup on n'était pas censé parler de trucs avec des plumes plutôt ? Peut-être qu'on parlera de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui sait ? Je dis ça, je ne dis rien. Pas du tout, donc on ne parlera pas du tout de Quetzalcoatl. J'aurais bien aimé vous parler de ça. Non, on va parler de l'île de Guam. Et si vous connaissez un petit peu l'île de Guam, vous savez pourquoi on va parler de serpents d'ici quelques instants. Et si vous savez pourquoi je vais parler de serpents d'ici quelques instants, bah vous savez pourquoi je vais parler d'oiseaux d'ici quelques instants. Et toi, Sophie ? Bah, moi, on va parler d'oiseaux, pour changer. Et on va parler de busards. Voilà, j'avais envie de vous parler d'un busard un peu spécifique. On en dira plus un peu plus tard. Je pense pas que vous le connaissiez celui-là, donc on va faire un petit topo déjà sur la bestiole. Et puis après, je vous expliquerai un peu pourquoi il est intéressant. Eh ben super, on verra ça sans doute dans la toute première partie de l'émission. Mais avant ça, notre fameuse rétro. Sophie, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes à dire dans ce désert que représente le début du mois de juillet dans la communauté scientifique et dans l'ornithologie? Parce que je t'avoue que moi, j'ai galéré pour trouver des trucs intéressants. Mince. Bah écoute, moi je vais commencer par une petite observation, et j'étais super contente, juste il y a 2 jours, d'observer un circaète Jean Leblanc en pleine action de chasse. Et ça, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Donc juste un petit truc pour ceux qui nous écoutent. Si ça vous dit d'aller observer le fameux circaète Jean Leblanc, notez bien que généralement il est présent dans la partie sud du pays, donc de l'Hexagone. Plus précisément dans des endroits comme par exemple le Larzac, bref, des lieux un petit peu avec des forêts, mais à la fois avec des zones qui peuvent être cultivées ou des zones un poil plus dénudées, parce que il va chasser notamment des serpents, et on revient à ce dont tu vas nous parler un peu plus tard. C'est un oiseau qui a besoin donc de ces plaines dégagées pour aller chasser sa nourriture. Et si vous le voyez en vol, un petit truc, une petite astuce pour le reconnaître plus facilement, eh ben il laisse pendre ses papates, il fait une sorte de vol stationnaire. Alors pas comme le faucon cresserelle qui fait le fameux vol en Saint-Esprit, qui agite quand même les ailes pendant qu'il fait son vol en Saint-Esprit. Ici, chez le circaète Jean Leblanc, il va se servir des courants ascendants et autres qui sont dans le coin, et il va en fait laisser ses ailes assez stables. Et vous allez le voir, il va un petit peu surfer sur les courants tout en restant au même endroit, et il va laisser pendre ses papates dans le même temps, parce que c'est pendant qu'il essaie de chasser un truc qui est au sol. Donc pour mieux voir, il essaie de pas trop bouger. Voilà. Petite technique. Incroyable. Moi je vais parler d'un tout autre oiseau, Sophie. Un oiseau que tu vas pouvoir percher sur ton écran d'ordinateur. Non, c'est vrai ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une webcam en forme d'oiseau qui a été conceptualisée par la société Yanko Design. Le designer s'appelle Oh-Yoon Lim. Et basiquement, c'est une webcam qui va reprendre la forme d'un oiseau qui est perché sur une branche. Ça n'a absolument aucune utilité, étant donné que la webcam est entièrement blanche ou entièrement noire. Moi, je me suis dit, peut-être que ils ont utilisé cette forme pour qu'elle tienne plus facilement sur les écrans, ce qui est toujours un petit problème, notamment lorsqu'on est sur ordinateur portable, parce que la caméra décroche très très facilement. Absolument pas, ils ont juste décidé de faire un espèce de design ressemblant à un oiseau. Donc voilà, c'est encore en cours de conception. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de prix non plus pour la constitution de cette webcam. Ça devrait pas tarder quand même à sortir, puisque c'est un produit qui a l'air quand même bien terminé. Et voilà, si jamais vous voulez mettre un petit peu d'ornithologie sur votre écran d'ordinateur, eh bien sachez qu'il existe une webcam en forme d'oiseau qui ressemble un peu d'ailleurs à des pièces d'origami qu'on pourrait avoir, c'est mignon ça. Qu'on pourrait faire, voilà. Donc c'est une webcam très 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 jolie. Après, est-ce qu'elle est très utile ? Bon, j'avoue que j'ai pas spécialement trouvé l'intérêt de ça, quoi.
Ouais, étant donné que la plupart des ordi maintenant viennent avec une webcam intégrée, bon, c'est vrai que je sais pas si c'est très très utile. À noter, on n'est pas sponsorisé, cela dit. Non, pas du tout, pas du tout sponsorisation. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement dans les documents de design du produit, vraiment, on a justement ces oiseaux qui sont perchés. Donc voilà, il y a une vraie réflexion qui a été faite, mais dans le comment dire, dans le communiqué, ou plutôt dans l'article qui est disponible sur le site du design, eh bien il n'y a pas du tout d'informations compte tenu du fait que la caméra pourrait peut-être mieux tenir si elle avait la forme d'un oiseau ou autre. Ok, très bien. Et ben moi de mon côté, il y a un article qui est sorti, alors ça fait déjà un petit moment parce que c'était en juin dernier, mais j'en avais pas parlé, et c'est un article intéressant parce que on oublie de le mentionner souvent, mais je crois qu'on l'avait mentionné une fois ou deux dans le courrier de la Stern, mais cette fois-ci ça a été formellement décrit dans une publication scientifique dans Ibis pour être très exact. Chez les oiseaux, on a tendance à étudier les mâles uniquement, et pas vraiment les femelles. Et c'est un peu un problème parce que les femelles n'ont pas forcément la même écologie que les mâles, et du coup, si on veut bien connaître l'espèce, faut étudier les deux, tout simplement. Parce que les femelles, des fois, vivent même pas dans les mêmes milieux que les mâles et ne se rencontrent que lorsqu'il s'agit de faire un peu de repro, et puis c'est tout. Donc vraiment, pour bien connaître un oiseau, il faut connaître les deux côtés, et donc cette étude a mis tout ça en lumière avec des chiffres, et surtout a dit que voilà, c'était un grave manquement à la science de l'ornithologie telle qu'on la conçoit, et qu'il faudrait quand même essayer de se concentrer un peu plus sur les femelles qu'on ne connaît pas du tout, plutôt que faire uniquement de la science sur des mâles oiseaux. Mais c'est un problème qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez les humains, ce n'est pas, oui, c'est pas inhérent à l'ornithologie uniquement. Totalement, au niveau de la médecine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, ne serait-ce que dans les espèces les plus communes, quand on dit qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez les oiseaux. On a des études, par exemple chez le rouge-gorge familier, qui démontrent que l'espèce de petit arceau gris qu'on voit, qui est pas toujours évident à voir, donc vous avez le fameux poitrail rouge, et puis vous avez un petit arceau gris qui va être plus ou moins important, eh bien il s'est avéré que cet arceau était moins important chez les femelles que chez les mâles. Voilà. Et ce sont des observations qui sont pas évidentes à faire, bien sûr, mais ce sont quand même des observations qui nous montrent quand même qu'on a comment dire, des dimorphismes qui sont présents, quand bien même on dit qu'il n'y a pas justement ce genre de choses qui sont présentes chez les oiseaux que l'on connaît de manière plus commune. Exactement. Et à noter aussi que c'est important de les étudier pas seulement pour la science, mais aussi pour la conservation, parce que évidemment, si la femelle et le mâle n'ont pas la même écologie, ça veut dire tout simplement que vous pouvez pas les préserver de la même manière. Et donc, il va falloir s'adapter. Voilà. Absolument, mais ça c'est un défi de la conservation, c'est un défi de la science même, c'est un défi, c'est même pas un défi, c'est un enjeu, j'ai envie de dire, de ces prochaines années pour justement faire en sorte que nos domaines respectifs, tu parlais de la médecine il y a quelques instants, soient mieux compris et soient plus inclusifs. Exactement. Je vais vous parler d'une petite histoire qui finit bien. On va partir dans le Kentucky, dans la petite ville de Louisville, avec un oiseau qui malheureusement est tombé dans une bouche d'égout, un tout petit oiseau. Alors ça doit être une espèce de pluvier. J'avoue que je ne connais pas spécialement les espèces présentes là-bas. Donc un petit bébé pluvier, un petit jeune pluvier qui est tombé malheureusement dans un égout, et une mère affolée, en tout cas un parent affolé qui sautait au-dessus justement de cette grille pour essayer de récupérer le bébé, mais le bébé était piégé peut-être bien 5 mètres en contrebas. Et ce bébé, il doit son salut à deux hommes, Lukman Nouroudine et Taiwo Mouda, qui passaient par là et qui ont décidé, premier lieu, de désolidariser la bouche d'égout pour pouvoir rentrer justement à l'intérieur de celle-ci pour sauver le bébé pluvier qui va très bien. Mais aussi de filmer leur acte au cas où justement il y aurait une patrouille de police qui passe par là et que ces gens soient pris pour des voleurs, ou au contraire que l'un d'eux se retrouve coincé et qu'il faille appeler les pompiers.
et donc ils ont décidé de filmer leur acte qui leur a valu de très très beaux retours sur les réseaux sociaux, et c'est une petite histoire qui a été reprise par les différents médias ces derniers jours. Voilà, tout est bien qui finit bien pour à la fois les deux hommes et à la fois le bébé et l'oiseau qui s'en sont très bien sortis. Et ben bravo à eux. Eh oui. Très belle action. Et est-ce que tu as terminé, Sophie ? Il me reste une petite news, si tu veux. Eh bien, vas-y, je terminerai exceptionnellement par une toute petite dernière news. Alors moi, c'est une étude, encore une fois, hein, voilà. Vous m'excuserez, mais le côté scientifique reprend le dessus. Donc, une étude qui a révélé donc que les populations d'oiseaux nord-américains sont en sévère déclin, et même dans des zones où on croyait que finalement elles allaient bien. Et en fait, cette étude a utilisé une plateforme que vous connaissez certainement pas trop mal, qui s'appelle eBird. Et donc la plateforme eBird, sur laquelle vous pouvez mettre vos observations, et vous pouvez même avoir des fois de l'aide à l'identification de certaines images que vous mettez en ligne, et bien cette plateforme est maintenant utilisée par les scientifiques pour arriver à reconstituer des aires de répartition, de la migration, ou bien tout simplement une évolution dans cette répartition, par les scientifiques qui vont pouvoir savoir plus ou moins où en sont les populations d'oiseaux grâce à cet outil. Donc c'est des statistiques qui font tout simplement en analysant la quantité d'observations de telle bestiole faite à tel endroit par exemple, ou bien si on en voit ou si on n'en voit plus. Bref, il y a plein de possibilités. Et en plus, ils ont rajouté à ça une image satellite haute résolution, et ils ont étudié au total 495 espèces d'oiseaux en Amérique du Nord entre 2007 et 2021, ce qui fait quand même pas mal. Et évidemment, on a un petit peu d'intelligence artificielle dans le lot pour aider à traiter toutes ces images, notamment les images satellites, pour arriver à comprendre un peu ce qui se passait là-dessus. Mais en gros, c'est un gros boulot qui a été fait grâce à ce qu'on pourrait appeler de la science participative, même si les gens qui postent leurs photos sur eBird ne sont pas exactement au courant qu'ils participent à de la science. Mais voilà, si ça vous intéresse, continuez. Continuez à alimenter la plateforme. Clairement, ça a des répercussions sur la recherche, et de très belles répercussions, parce qu'il y a de très belles découvertes grâce à ça. Bon, après, généralement, les gens sont quand même au courant que leurs photos, que leurs sons peuvent être utilisés, que leurs données peuvent être utilisées. eBird organise chaque année un global Bird Day, où justement les gens sont invités à observer de par le monde les différents oiseaux. Donc je suis pas spécialement très surpris de voir que eBird utilise les données de ses utilisateurs de cette manière-là. Mais je suis très surpris que ce soit la première fois que les scientifiques utilisent eBird pour pouvoir justement établir des aires de répartition, parce que je trouve que justement le fait qu'on ait des données extrêmement nombreuses et précises, parce qu'on parle chaque année, on se retrouve avec 8500 espèces d'oiseaux qui sont répertoriées, notamment lors des Global Big Day. Alors, évidemment, c'est fluctuant bien sûr. Donc je suis très surpris quand même que les scientifiques se disent tiens, on va utiliser cette base de données qui, selon moi, me paraît quand même assez intéressante, notamment pour des espèces plutôt rares. Donc il me semblait d'ailleurs qu'on avait déjà utilisé la plateforme pour arriver à découvrir de nouvelles espèces d'oiseaux, si je me souviens. Et ça, c'était aussi quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est pas la première fois qu'on utilise la plateforme pour faire des études sur des espèces d'oiseaux, mais c'est l'une des premières fois qu'on a une étude d'une si grosse ampleur grâce à cette plateforme. C'est surtout ça qui est important. Et ça permet de simplifier le travail des scientifiques, et surtout d'avoir un petit peu plus confiance en cette science citoyenne ou science participative, si vous préférez. Absolument. Oui, parce que c'est toujours un problème, la science participative, on dit aux gens de participer, mais la grande majorité du temps, c'est que ces données, on ne les prend pas, parce que justement, on se retrouve avec... on s'inquiète toujours un peu de savoir, oh mon Dieu, quelqu'un a vu un dragon de Komodo dans son jardin, très étrange. J'ai vu des observations un peu bizarres des fois, c'est vrai. Donc c'est toujours le problème de la science participative, à dire mais vous inquiétez pas, participez. Et puis quand les gens, tu parlais de Circaète Jean Leblanc par exemple, disent j'ai vu un Circaète Jean Leblanc dans mon jardin, ils font je ne suis pas sûr que cet informateur soit très fiable, pour être honnête. Donc voilà, l'avantage de eBird, c'est que t'as les photos. Donc tu peux savoir si effectivement c'est la bestiole qu'ils disent avoir vue, parce qu'ils prennent la photo, et avec la photo t'as la localisation et la date généralement. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'ils ont pas juste pris les observations où il y avait pas de photos,
parce que ça devait être un petit peu plus compliqué pour eux à traiter justement pour cette raison. Mais avec les photos, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. On va terminer par une dernière information, Sophie. Je ne sais même plus si on en avait parlé, mais il ne me semble pas. Ça y est, les checklists fusionnent. On en avait discuté très rapidement en off après une émission, mais on n'était jamais revenu dessus. Et oui, il n'y aura plus donc 3 listes comme auparavant, il n'y en aura qu'une seule. Et alors, malheureusement, l'épisode sera déjà sorti, mais il faut savoir que le 30 juillet prochain, tous les ornithologues du monde entier sont conviés à un webinaire de Birds of the World pour savoir qu'est-ce qui a été choisi pour faire cette liste. Ça se passera à 15h heure française. Et j'essaierai d'y participer, ça va être très intéressant de voir un petit peu comment cette liste a été élaborée, savoir qu'est-ce qu'ils ont gardé comme critères de la Clement checklist et garder les critères d'autres checklists, ce qui va faire que pour la première fois, eh bien, on va avoir un nombre d'oiseaux au total qui va être définitif, puisque je vous rappelle que en fonction des checklists on avait toujours un nombre d'oiseaux qui était un peu différent. Là c'est peut-être l'une des toutes premières fois depuis bien longtemps qu'on va avoir un chiffre qui va être arrêté. Donc voilà, on sera là évidemment pour vous en parler lorsque ça aura lieu. Eh bien merci. Et c'est ainsi qu'on termine cette rétro de rien, Sophie. Est-ce que Sophie tu veux nous parler du busard? Et moi je vous parlerai de serpent dans la deuxième partie. Eh ben, ça serait avec plaisir. Alors, je vais vous présenter un busard qui s'appelle le busard tacheté. Alors, le busard tacheté, je suis pas sûre que vous connaissiez, parce que le busard tacheté n'est pas exactement visible en Europe. Pour vous le décrire un petit peu, donc effectivement tacheté, il a des taches, jusque là tout va bien, notamment sur le ventre. Donc vous avez la face qui est assez brun roux, plus ou moins le dos qui va être plus dans les gris, et le ventre brun roux avec des taches blanches, et la queue est barrée, alors elle est grise, barrée de brun foncé. Il y a un dimorphisme sexuel aussi, avec la femelle qui va avoir un ventre beaucoup plus blanc et pas vraiment tacheté. Cet animal-là, c'est intéressant parce que c'est un animal qui vit en Australie. Généralement, ça habite les prairies ouvertes ou les forêts assez ouvertes, des endroits avec notamment des acacias, parfois même des zones humides. Et ils chassent particulièrement des endroits où il y a des zones avec de l'eau. Et le busard tacheté, c'est intéressant parce qu'il a été l'objet d'une étude il y a pas longtemps. D'une étude qui s'intéressait pas aux busards, pour commencer, mais qui s'intéressait aux chouettes et aux hiboux. Alors vous allez me dire, quelle relation avec le busard? J'y viens. Alors, des Canadiens et des Australiens se sont liés dans une recherche qui a visé à comprendre comment est-ce que ce busard tacheté arrivait à repérer ses proies. Alors on sait que les chouettes et les hiboux ont en fait des capacités auditives qui sont très très particulières. On sait tous qu'ils ont les oreilles qui sont pas exactement au même niveau l'une et l'autre, ce qui leur permet non seulement d'arriver à repérer mieux d'où vient le son, mais aussi de pouvoir orienter un petit peu la tête. En plus, ils ont cette capacité à tourner la tête assez incroyable, qui leur permet vraiment de se tourner vers le son, vers l'endroit d'où il provient. Et puis souvent, ils ont le masque sur la face aussi, qui va orienter le son vers les oreilles, pour qu'ils arrivent à mieux entendre un peu ce qui se passe. Et vraiment, notamment dans le cas, par exemple, de la chouette effraie, qui va chasser quasiment dans le noir complet, arriver vraiment à repérer la proie juste avec des tout petits bruits de pas, des tout petits grignotements. Enfin bref, c'est vraiment une ouïe qui est absolument incroyable. On note aussi qu'ils ont des améliorations au niveau des plumes qui leur permettent de voler très silencieusement, ce qui permet, eux, d'éviter de faire des sons pour donner leur position, en quelque sorte, à la proie qu'ils essaient de chasser, mais qui leur permettent aussi d'annuler les sons qui pourraient venir parasiter leur recherche de proie. Donc c'est pratique aussi de ce point de vue-là. Et alors, ces scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, les chouettes et les hiboux, c'était pas forcément les seuls à avoir cette capacité auditive. Alors on pensait que cette histoire d'ouïe très 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 développée, c'était uniquement pour les chouettes et les hiboux, bah non. Ils se sont intéressés aux busards tachetés. Et alors en fait,
leurs capacités auditives sont très très proches de celles des chouettes et des hiboux, parce que eux aussi, ils ont évolué de leur côté plusieurs adaptations pour arriver à trouver les proies par le son uniquement. Alors, c'est un peu curieux parce que les busards, ils appartiennent à un groupe qui normalement fait pas trop ça. les busards, normalement, ça appartient à un groupe qui s'appelle les accipitridés, qui contient les buses, notamment les buses, les busards, tout ce genre de choses, mais aussi les aigles. Et normalement, ces animaux-là, ils chassent surtout avec la vue. Ils vont regarder un petit peu à droite à gauche, ils vont repérer leur proie à la vue. Donc ils ont une très 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 bonne vue, bien supérieure à la nôtre. Et c'est comme ça qu'ils vont chasser. Le son, bon, ils entendent évidemment très bien aussi, mais c'est pas exactement leur sens principal. C'est pas celui sur lequel ils vont vraiment se baser pour trouver la proie. Mais celui-là, ce qui est encore plus intéressant, excuse-moi Sophie, vas-y. Puisque j'avais lu dans un livre que le cri d'alarme des passereaux qu'on entend, des petits oiseaux, ne pouvait pas être entendu par les rapaces. Donc du coup, on se retrouve finalement avec une ouïe qui, pour justement des oiseaux qui ne peuvent pas entendre leur proie, totalement inefficace, quoi. Donc c'est encore plus surprenant pour l'oiseau que tu nous décris là. Exactement. Alors, il y a quelques adaptations pour cet oiseau-là, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être une différence avec les autres accipitridés chez ces busards, parce que ils ont observé la manière dont ils chassaient. Alors, il faut savoir que ce busard tacheté, au lieu d'aller chasser en hauteur, souvent ils chassent un peu à l'affût, ce genre d'oiseau, ou alors ils vont se mettre en cercle en haut dans le ciel, et puis ils vont regarder au sol un peu ce qui se passe, et quand ils voient une proie, ils tombent dessus. Là, c'est pas du tout le cas. On les connaît. Là, du tout, c'est pas du tout le cas pour le busard tacheté, parce que le busard tacheté, en fait, la manière dont il va chasser, c'est il va voler au ras du sol, donc au ras des pâquerettes, juste au-dessus des grandes herbes qui vont camoufler toutes les petites souris et autres petits mammifères que vous allez pouvoir avoir là-dedans. Et il va pas se repérer à l'œil, il va se repérer au son. Et donc, non seulement ils passent en rase-mode pour essayer de repérer ce qui se passe, mais aussi ils vont écouter pour voir s'il y a des petits trucs qui se baladent en dessut. Cet oiseau est une chouette qui s'ignore. C'est une chouette qui s'ignore et une chouette en plein jour. Et alors, c'est là aussi, il y a 2-3 adaptations supplémentaires, notamment chez le busard tacheté australien. Vous avez une sorte de disque facial qui va ressembler beaucoup à celui des chouettes et des hiboux, et qui peut possiblement, enfin on suppose que ça va, comme chez les chouettes et les hiboux, augmenter la localisation, la réception du son par la face de l'oiseau, et donc pouvoir augmenter ses capacités auditives et la localisation des bestioles. Alors, pour arriver à découvrir tout ça, donc ils sont intéressés à des spécimens qu'ils ont trouvés d'une dans des centres de réhabilitation, et d'autres aussi chez des oiseaux qui étaient empaillés dans des musées, etc. Et donc ils ont aussi repéré que ces oiseaux, ils ont non seulement ce disque facial, mais ils ont aussi des oreilles qui sont avec des ouvertures plus grandes que celles des autres accipitridés, comparativement à la taille du crâne, évidemment. Voilà. Parce qu'évidemment, celle d'un aigle va être plus grande que celle d'un tout petit d'un tout petit busard un autre côté du monde. Mais bon, comparativement parlant, si vous remettez ça par rapport à la taille du corps, proportionnellement parlant, évidemment, c'est plus ou moins la même chose. Chez ce busard, c'est pas le cas. L'oreille, du moins l'ouverture du conduit auditif, est beaucoup plus large que chez les autres oiseaux de la même famille. Donc on peut supposer que c'est pour mieux entendre ce qui se passe, notamment au niveau du sol. Et ça ressemble beaucoup aux chouettes et aux hiboux, parce que, pareil, c'est des ouvertures qui sont un poil plus grosses aussi pour mieux entendre ce qui se passe. Ils ont regardé aussi dans le cerveau, et en l'occurrence, dans le cerveau, il y a 2 régions du cerveau qui sont essentielles pour arriver à trianguler l'endroit d'où vient le son, qui sont aussi un peu plus grandes chez les chouettes et les hiboux, et qui, pareil, chez le busard tacheté, vont aussi être un petit peu plus grandes. Donc c'est pareil, c'est les mêmes adaptations, pareil, dirigées vers le son. Et en fait, c'est intéressant cette manière dont ces parties du cerveau fonctionnent, parce que c'est des nucléus, en quelque sorte, qui vont comparer le moment auquel le son arrive à l'oreille droite, et le son arrive à l'oreille gauche. Et grâce à cette différence entre les deux
les deux arrivées, la différence de temps que tu vas avoir entre les deux, ça va permettre de trianguler la position de la bestiole qu'ils sont en train de chasser, et donc ça va permettre une meilleure localisation de l'animal. Et donc plus tu as ces aires-là qui sont développées, plus tu es capable de calculer au dixième de seconde près, et donc d'arriver à vraiment te fixer sur la proie. Et donc tu peux vraiment calculer grâce à ça où est ta bestiole et arriver à la trouver beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est en fait, je voulais vous en parler parce que c'est encore un exemple de ce qu'on appelle de la convergence évolutive, parce qu'évidemment, les busards poser la question. Ah, bah tu vois, les busards tachetés et les chouettes et les hiboux n'appartiennent pas du tout à la même famille, et pourtant, on va retrouver des adaptations qui sont les mêmes, tout simplement parce que leur écologie, leur manière de se comporter ici pour chasser, va être similaire. Et donc, à cause similaire, on va avoir des conséquences similaires chez ces oiseaux qui pourtant sont très différents. Donc c'est très intéressant de voir cette adaptation chez ces deux espèces qui normalement ne devraient pas avoir les mêmes adaptations. Et comment on l'explique cette convergence, le fait que les proies chassées par le busard tacheté soient différentes des autres rapaces? Bah, après, c'est vrai qu'en fonction du type de proie que tu chasses, il va peut-être falloir des adaptations différentes, mais là, en l'occurrence, les autres rapaces chassent aussi plutôt la même chose, donc ça devrait pas être un souci, donc on sait pas trop pourquoi ceux-là et pas les autres. On sait qu'en tous les cas, ça doit certainement être plus simple pour eux de chasser, notamment dans des endroits où par exemple t'as des herbes hautes et tu peux pas voir ce qui se passe en dessous. Donc ça leur confère peut-être un avantage vis-à-vis des autres rapaces. On sait pas encore. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'hypothèses. Pour le moment, on sait que ça se passe comme ça, mais on sait pas trop pourquoi. Eh ben maintenant, il reste plus qu'à découvrir le rapace nocturne qui chasse comme le rapace diurne. Voilà, ça on les a déjà, ça c'est les chouettes et les hiboux, pour le moment on les a. Y a pas la chevêche des terriers qui chasse un peu comme les buses, non, je sais plus. Bah, la chevêche des terriers, c'est une espèce qui va sortir pas mal dans la journée, donc j'imagine qu'elle a certainement un comportement beaucoup plus diurne que ses compatriotes chouettes qui se baladent plutôt pendant la nuit. Donc ça doit certainement changer à ce niveau-là. Après, c'est intéressant de savoir aussi comment ces animaux se comportent et pourquoi, enfin, surtout comment, parce que ça permet de mieux les protéger un petit peu. Par exemple, imagine que t'es un oiseau, comme ce busard, qui a une ouïe très 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 sensible. Si tu commences à construire une route juste à côté de son aire de répartition, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être très certainement bien dérangés par le bruit des voitures qui passent, parce que eux, plus que les autres, ont l'ouïe super sensible. Et donc ça, si tu veux qu'ils, par exemple, se reproduisent dans le coin ou qu'ils s'installent, tout simplement, peut-être que ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas les bonnes conditions. Et donc ça te permet d'arriver à gérer un peu ces conditions environnementales pour arriver à gérer ta population un peu mieux au niveau de la conservation. Eh ben merci beaucoup Sophie pour cette observation. Deuxième partie de mon côté. Allez. Où je vous emmène sur l'île de Guam à la rencontre du martin chasseur cannelle. Est-ce qu'on a déjà parlé de martin chasseur dans l'émission? Je ne sais plus. Martin chasseur, oui, parce qu'on a parlé de Kookaburra. Oui. Oui, évidemment. Mais est-ce qu'on a parlé de la différence entre martin chasseur et martin pêcheur? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est vrai que les deux noms se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, en anglais, ils portent le nom Kingfisher, ce qui signifie martin pêcheur pour nous. Mais nous, on fait la distinction entre martin pêcheur et martin chasseur. Grosso modo, martin pêcheur, c'est dans l'hémisphère nord. Martin chasseur, c'est dans l'hémisphère sud. Et on va parler donc d'un oiseau qui vit dans l'hémisphère sud, qui vivait même principalement sur l'île de Guam, le martin chasseur cannelle. Donc,
Vous prenez un martin pêcheur, vous avez un dos bleu olive, vous avez un corps sinon entièrement, on va dire, orangé, et puis vous avez une petite tache, un petit collier autour de l'œil, autour en fait qui fait le tour de la boîte crânienne, donc d'un œil à un autre, qui est pareil de cette couleur vert olive, et puis vous avez notre fameux martin chasseur cannelle. Martin chasseur cannelle, donc, qui à l'époque était présent sur l'île de Guam d'ailleurs, c'est l'un de ses noms, hein, Guam Kingfisher en anglais. Le problème c'est que cet oiseau il a disparu depuis 1988 sur l'île, et il a disparu à cause, alors évidemment je vais pas faire Sophie le quiz de pourquoi l'oiseau a disparu, puisque j'en ai déjà parlé en introduction de l'émission, mais on va parler évidemment de serpents. Et plus précisément du serpent brun arboricole. En tout cas, c'est, on va dire, le nom un peu vernaculaire qui lui est donné. J'ai pas vraiment trouvé de nom, on va dire, de nom arrêté sur cet oiseau. Il a un nom anglais très, très symbolique, mais le nom français est un petit peu plus difficile à trouver. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, en 1952, eh bien, cet animal a été transporté de son aire d'origine, qui était présente dans le Pacifique Sud, jusqu'à l'île de Guam. Et le problème, eh bien, c'est que cet animal, il a envahi l'entièreté de l'île, si bien qu'il a déclenché la disparition d'une très grande partie de la population des animaux, mammifères bien sûr, mais aussi oiseaux. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les scientifiques ont tenté de mitiger le problème en trouvant des solutions pour faire en sorte que les oiseaux puissent évidemment subsister sur cette île, en installant notamment des poteaux qui donc permettaient ensuite aux oiseaux de pouvoir se poser tout en haut et de pouvoir nicher avec beaucoup plus de facilité. Sauf que en fin 2019, début 2020, je ne sais plus trop, on a une caméra de surveillance qui avait observé un serpent s'enrouler autour du poteau et remonter comme ça en utilisant justement sa longue taille pour pouvoir remonter le poteau, et il s'est avéré que notre idée de poteau était inefficace et donc du coup il a fallu trouver d'autres choses. Mais voilà, le serpent brun arboricole, c'est un problème pour les oiseaux, c'est pas un problème pour nous, même si c'est un serpent qui est venimeux. Le venin de cet animal est assez peu problématique pour nous humains, donc nous on peut s'en accommoder, ce qui est pas trop le cas des oiseaux. Et donc parmi ces animaux qui ont disparu, le martin chasseur cannelle, qui a disparu depuis 1988, mais néanmoins on avait quand même des individus qui étaient en captivité, et 40 ans plus tard, et même un petit peu plus puisqu'on est en 2024, septembre 2024, 9 jeunes Siek, c'est le nom Guam du martin chasseur cannelle, je trouve ça très joli, Siek, S-I-H-E-K, ils ont été relâchés lors justement d'un programme de conservation, ou plutôt d'un programme de réintroduction du Siek. C'est une collaboration mondiale pilotée par la Société zoologique de Londres, et l'objectif c'était donc de relâcher quelques oiseaux, je crois que c'était 8 oiseaux si mes souvenirs sont bons, 9 oiseaux pardon, 4 femelles et 5 mâles qui ont été relâchés. Donc ces oiseaux, ils ont évidemment pas été relâchés à Guam, ils ont été relâchés beaucoup plus loin. Ils ont été relâchés sur l'atoll de Palmyra, on est à peu près à 1800 km de l'île de Guam, et c'est un atoll, on va dire, particulièrement important puisque c'est une réserve naturelle. Et donc les oiseaux peuvent évidemment très très bien s'y épanouir, même si il a fallu faire quand même des recherches pour savoir si l'introduction de cet animal, parce que là on parle de réintroduction sur un nouveau territoire, le martin chasseur cannelle, il n'est pas présent dans l'atoll de Palmyra, donc il a fallu faire une étude pour savoir si la réintroduction de cet oiseau pourrait poser problème ou pas. Et visiblement, ça n'avait pas l'air d'être le cas, donc cet oiseau, il a été réintroduit. Et depuis, 4 couples ont établi des territoires
Voilà. Ils ont construit des nids et on a déjà eu des œufs, Sophie. On a déjà eu des œufs au mois d'avril. Oui, incroyable. Donc des œufs qui ont été récupérés et qui vont être bien évidemment gardés pour faire en sorte que ces jeunes oiseaux puissent permettre à leur espèce de survivre. J'aime beaucoup la phrase de John Ewen qui disait, donc du coup, parce que ça s'est passé pendant le week-end de Pâques et il faisait la comparaison avec justement la recherche des œufs de Pâques, et il disait que c'était quand même bien plus sympathique et bien plus excitant et précieux de chercher ces œufs d'oiseaux que n'importe quel homologue en chocolat. J'ai trouvé ça très drôle. Ah, c'est mignon. Et donc voilà, ils ont passé leur week-end et ça c'est une première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que les 9 oiseaux qui ont été réintroduits, se sont très bien acclimatés à leur environnement. Tous les oiseaux ont survécu pour l'instant. Donc c'est un travail qui a demandé pas mal de temps pour en arriver là. Et surtout, le fait d'avoir des couples qui s'accouplent, excusez-moi, en ayant moins d'1 an, et le fait qu'on ait déjà des œufs, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez formidable, Sophie. Je dois dire, parce que généralement ça met quand même quelques années pour se mettre en place. Donc on parle peut-être de résilience de ce martin chasseur, ce qui expliquerait peut-être pourquoi celui-ci s'acclimate beaucoup plus facilement à son environnement que peut-être d'autres oiseaux qui pourraient être réintroduits. Mais donc voilà, tout se passe bien pour le martin chasseur canaille. On n'a pas encore des informations supplémentaires concernant les œufs, concernant les sorties d'oisillons. On en aura sans doute un petit peu plus tard, on vous les communiquera si on les a. Faut savoir qu'en 1988, il ne restait plus que 29 martins chasseurs cannelle, et comme je vous l'ai dit, on en a réintroduit 9. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il fallait urger justement pour faire en sorte que tout cela puisse se passer, en espérant que tout cela soit pérennisé, puisque l'atoll de Palmyra est sous la juridiction du National Wildlife Refuge des États-Unis. Et ça, c'est un véritable problème, puisqu'il y a quelques jours de cela est passé un acte qui justement vise à réduire notamment les fonds dotés aux associations environnementales pour les programmes de conservation et de réintroduction. Ça s'est pas joué à grand chose, 51 voix contre, 50 voix pour, malheureusement. Ça a penché du côté du contre, et donc on pourrait voir plusieurs programmes de conservation et de réintroduction mis en pause, voire totalement abandonnés, à cause justement de cet argent qui va être retiré. Aïe aïe aïe. Bon. Et du coup, mais si tu retires l'argent à ces associations, est-ce qu'il serait pas de bon ton pour le gouvernement dans ce cas-là de prendre le pas et de faire lui-même des actions de conservation? Bon, je dis ça, je sais que ça ne se produira pas, mais enfin, ce serait bien quand même. Ce serait bien. Malheureusement, tu sais à quelle administration américaine tu as affaire, Sophie. Certes. Oh, mais ça fait toujours un peu mal au cœur, tu sais. Ah oui, mais ça je suis absolument d'accord avec toi. Y avait un autre truc aussi sur cet article. Je discutais, pardon. J'ai vu plutôt dans cet article passer le fait que les habitants de l'île de Guam, qu'on appelle les Chamorros, sont très attachés au martin chasseur cannelle, et donc on a quelques personnes qui ont participé justement de l'île de Guam à la réintroduction du martin chasseur cannelle. Alors je ne sais pas pourquoi cet oiseau est aussi important, j'ai pas trouvé de mythes et de légendes qui sont associés, mais je pense sincèrement qu'il doit y en avoir, étant donné quand même que dans l'article ils étaient quand même très attachés à cet oiseau, puisqu'on parle justement de respect notamment de l'animal, et aussi d'histoire qui lie justement les Chamorros et le martin chasseur cannelle. Donc je suppose qu'il doit y avoir quand même beaucoup plus que simplement la volonté de réintroduire un animal aussi intéressant soit-il. Bon.
Eh ben écoute, on lui souhaite toute la chance qu'on peut lui souhaiter tout pour arriver à... monde, et tout le bonheur que du quelqu'un monde lui aussi. tende la main. Ça a déjà été fait visiblement, mais on espère que ça va continuer et que ça se passera bien pour lui quand même, parce que bon. Mais juste une petite question aussi, parce que bon là du coup on n'a plus beaucoup d'individus pour une seule espèce. Ça fait, tu m'as dit, il y a 9 adultes là qui sont dans la nature et c'est à peu près tout. Comment est-ce qu'ils vont faire au niveau génétique quand ils vont atteindre un moment où il y aura beaucoup de consanguinité? Tu penses que ils ont pensé à ça? Je pense qu'ils ont dû y penser, à mon avis, mais j'ai pas plus d'informations que ça à te délivrer. Pour le coup, l'article en parlait pas spécialement. Ça parlait juste de dire regardez, on fait un petit historique rapide du martin chasseur-canelle et de sa réintroduction, et on parle du fait qu'on a déjà des jeunes et déjà des œufs qui ont été pondus. Sophie, t'avais déjà vu ça, toi, sur une première année, quasiment même pas première année, on est sur une demi-année de réintroduction, déjà des couples formés et déjà des œufs pondus? C'est rare quand même, hein. Il me semble qu'on a retraité plusieurs espèces comme ça qui ont été réintroduites dans la nature. C'est rare, hein. C'est généralement la deuxième que ça commence. Donc moi, j'ai pas vu, du moins de mon expérience. Donc c'est plutôt bien. Bravo. Bravo à eux. Mais ouais, non, moi, on leur enverra une carte postale à ces oiseaux. Ouais, oui, un petit peu de champagne. Ils doivent célébrer, j'imagine, hein, parce que là, c'est une belle réussite. Je sais pas s'ils célèbrent, là, s'ils élèvent les oisillons en ce moment, je suis pas sûr qu'ils célèbrent, mais... Entre deux becquetés... Entre deux becquetés, un petit verre de champagne. Exactement. À consommer avec modération, bien sûr. C'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à le commenter si vous avez des questions. C'est sur YouTube que ça se fait, dans la section commentaires. Vous retrouverez également les différentes sources de nos interventions dans la description. Et puis les précédents épisodes, ils sont présents sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.